Cet été, je lis un livre. Tout le monde a cette bonne résolution sur le bout des lèvres, hein, dès que le soleil commence à pointer son nez. Alors, on aime lire en vacances, on aime lire à la maison, on aime lire au bord de la plage ou à la montagne. Il y a les livres pour ça, évidemment, mais il y a aussi beaucoup d'autres options qui s'offrent à nous aujourd'hui. Pour en parler, François Delporte, cofondateur et directeur général de Rocambole en plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Rocambole, donc, c'est une plateforme de lecture en streaming avec un contenu 100% original. On va y revenir. Et puis avec nous également, mais à distance, Khalil Mouna, directeur général et cofondateur de Glyph. Bonjour. Bonjour Cécilia. Alors Glyph, c'est une application qui permet, entre autres, de scanner des livres qu'on a lus, de les classer dans une bibliothèque virtuelle, d'échanger avec une communauté sur ces coups de cœur. On va aussi y revenir. Merci à tous les deux d'être sur le plateau de Smartech aujourd'hui. Alors première question, est-ce que vous considérez, tous les deux, que le secteur du livre, tel qu'il est aujourd'hui, est obsolète si on lui retire ses outils digitaux? Alors, obsolète, c'est un grand mot, mais en tout cas, il est en transformation de façon assez profonde et il va suivre probablement ce qui s'est passé dans la presse. Moi, je connais plus personne qui achète le journal, ou alors on l'achète parce qu'il est collector, parce que c'est des événements spécifiques. Et on voit donc le numérique arriver, que ce soit effectivement pour révolutionner l'expérience de bibliothèque ou de lecture simplement chez nous. Donc il va se passer des choses intéressantes. Ça a déjà commencé en Asie et aux États-Unis. Ça arrive maintenant en Europe. C'est votre avis aussi, Khalil Mouna, que non, c'est pas forcément obsolète, mais quand même? En réalité, le livre était déjà un objet technologique génial. On s'en rend pas compte parce que c'est très ancien. C'est le premier objet technologique. Le livre est par exemple beaucoup plus efficace qu'une clé USB. Ça fait 500 ans qu'on sait qu'on arrive à garder de la donnée plus efficacement. Donc si vous voulez, il y a eu un premier usage qui a été révolutionné, qui était l'usage de la lecture numérique, mais en réalité c'est un usage d'utilisation. Là, aujourd'hui, on attaque une nouvelle révolution qui non pas l'usage de lecture, mais vraiment l'usage de recommandations, de création. Et donc, on est en effet en face d'une nouvelle révolution qui devrait arriver. Mais pourquoi elle est là, cette révolution? C'est ça ma question. Est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle est inévitable aujourd'hui pour accompagner le secteur du livre et pour l'éloigner, je ne sais pas moi, d'une disparition, par exemple? Il y a plusieurs grands challenges. Je vais vous en citer un pour aller un peu vite. C'est l'offre pléthorique. Aujourd'hui, il y a une offre qui est beaucoup trop large. On parle en France de quelque chose comme 75 000 nouveaux titres par an. Donc, si vous voulez, la prescription est très difficile à faire, par exemple, sur le livre avec 75 000 nouveaux titres par an. Un libraire ne peut pas vous recommander plus de 200 livres par an. Ce serait impensable. Donc aujourd'hui, il y a ce challenge de prescription qui passe par de la donnée, par de la connexion entre utilisateurs et entre lecteurs différents, par des nouvelles offres de lecture, comme le fait d'ailleurs Rocambole, et tout cela doit être fluidifié par de la technologie. On est obligé. Cette révolution numérique, elle a quand même mis plus de temps à arriver dans le secteur du livre que dans beaucoup d'autres secteurs. Comment vous l'expliquez, François Delporte? C'est assez paradoxal parce qu'il y a un constat qui est une étude du Centre national du livre, comme quoi 69% des Français veulent lire plus. C'est un chiffre qui évolue à plus ou moins 5%, mais depuis 5-10 ans. Donc il faut quand même se dire, au 21e siècle, il y a 2 personnes sur 3 qui veulent plus de quelque chose. Et on n'arrive pas à le craquer. Donc d'une part, effectivement, il y a une industrie qui s'est peut-être tellement protégée contre l'innovation qu'ils ont fini peut-être par s'enfermer. Et c'est là où des acteurs comme Glyph ou Rocambole arrivent avec des angles un petit peu différents. Mais effectivement, on a pris du retard. Et peut-être que c'est aussi lié au fait que certains pays émergents, vous savez, sautent des stades de développement. La carte bleue n'a presque pas existé en Afrique. On est passé au téléphone mobile paiement direct. En Asie, en Inde, toute la lecture se fait sur smartphone. Aux États-Unis, c'est un modèle hybride. Et en France, par contre, on a encore une industrie très récalcitrante. Un usage, nous, on le voit. C'est pas tout le monde qui plébiscite Rocambole. C'est pas tous les âges, etc. C'est pas tous les sexes, etc. Donc, effectivement, je pense qu'on fait partie des derniers bastions de résistance là-dessus. Est-ce qu'on peut pointer du doigt peut-être les maisons d'édition qui seraient un peu frileuses, ou le public qui aurait été frileux par rapport à cette révolution? Je pense qu'il y a un peu des deux. Les maisons d'édition ont effectivement, dans un premier temps, peut-être, comme le soulignait tout à l'heure mon collaborateur, l'objet livre est parfait.
Et donc, c'est difficile de proposer quelque chose, une alternative. Et le livre numérique a essayé pendant longtemps de faire un livre au format numérique. Peut-être que ça a été une erreur. Nous, en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on se positionne. Mais je pense que les gens n'étaient pas non plus prêts, en tout cas en France et en Europe, à passer le pas sur le numérique tel qu'on le proposait, en tout cas. Vous pensez aussi, Khalil Mouna, que c'était une question d'état d'esprit, à un moment donné, autant de la part des acteurs comme les maisons d'édition que du public, des lecteurs? Alors évidemment, il y avait une situation qui était ce qu'elle était, mais moi je préfère regarder vers l'avenir. Disons qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Les maisons d'édition s'y mettent. Les maisons d'édition aujourd'hui, et c'est quelque chose de très récent, on a vu ça dans les 5 dernières années. C'est quand même Vraiment non. La question se pose de pourquoi on s'y met que maintenant. Oui, et la question se pose pourquoi on s'y met que maintenant, parce que si vous voulez, on sent bien chez nous quand un objet fonctionne. Il n'y avait aucune raison de révolutionner le livre. Contrairement à tout ce qu'on dit, le livre s'est toujours bien porté, il n'y a jamais eu de vraie dégringolade de lecture, etc. Le vrai sujet, c'est que les gens ont envie de lire plus. Il y a des populations qui lisent plus que d'autres. Et il devrait y avoir un nivellement par le haut. Donc comment est-ce qu'on peut l'aider, ce nivellement par le haut? Ce serait grâce à la technologie. Mais en réalité, les gens ont toujours beaucoup lu. Maintenant, il faudrait l'accompagner. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas aidé? Parce qu'on sent bien chez nous quand ça fonctionne. Je pense qu'il y a un parallèle à faire avec l'arrivée de Netflix. Netflix est arrivé en France, il restait plus que la France à conquérir. Et ça a été pareil avec le phénomène Pokémon, par exemple, etc. Donc la France est un marché difficile, où la critique est très sévère. Et donc c'est pas forcément là où dans le divertissement, dans sa globalité, les innovations arrivent en premier. Ok. De quel outil on parle d'ailleurs? On parle d'innovation depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut citer des exemples? On va revenir sur vos solutions propres à chacun tout de suite. Mais est-ce qu'on peut citer des exemples? Parce qu'il y avait la liseuse, mais depuis, beaucoup de choses quand même sont proposées au public. Alors, chez nous, on est parti d'un constat assez simple, c'est que tout le monde veut lire plus. Par contre, nos temps d'attention sont de plus en plus fragmentés. On lutte contre un Instagram, un WhatsApp, des notifications. Tout est très efficace en termes de dopamine pour prendre votre temps et vous garder. Et nous, donc, on a adopté une posture où on adapte notre contenu au contenant. Donc, on produit du contenu à lire en fonction du temps disponible, du support smartphone, tablette, ordinateur. Et donc, on s'appuie sur le format série, en plus, qui est très populaire, pour proposer des histoires par épisode de 3 à 5 minutes. C'est vrai qu'avec Rocambole, vous avez fait le choix de copier un petit peu les codes du streaming vidéo. Vous parliez de Netflix tout à l'heure, c'est souvent ce à quoi vous faites référence pour comparer Rocambole. Pourquoi vous avez choisi d'appliquer les codes du streaming? Eh bien, en fait, on a parier sur le fait que le streaming a révolutionné la vidéo et la musique et que nous, on allait le faire dans la lecture, mais non pas en proposant une version numérique du format papier, qui est très bien, mais en proposant du contenu qu'on appelle digital natif. Et donc là-dessus, s'appuyer sur un organe de production propre à nous pour produire des histoires originales, exclusives et de très haute qualité, tout en ayant un format qui s'adapte parfaitement aux us et coutumes 2020. Nous, le temps de session moyen, il est de 10 minutes. Donc c'est 2-3 épisodes, c'est beaucoup le soir. Donc vous voyez, c'est vraiment un usage assez particulier. Et comment ça se présente concrètement? Alors, c'est une application que vous pouvez ouvrir sur tablette, smartphone ou ordinateur. Vous l'ouvrez et vous avez plus de 200 séries originales disponibles. Quand vous dites séries, on parle bien de livres. Tout à fait. Précisons-le quand même. De séries à lire. C'est rigolo parce que pour certains, on est le renouveau du roman feuilleton. Pour d'autres, le Netflix de la lecture. Ça dépend des générations. Ça dépend des termes employés. Mais est-ce que ça veut dire que le public que vous avez est le même que le public qui va sur ces plateformes-là? Alors, je n'ai pas les chiffres de l'ensemble de ces plateformes de streaming. Nous, ce qu'on voit, c'est que l'âge médian, il est 28-29 ans. Femmes, les femmes lisent plus que les hommes, ça se retrouve chez nous, 75% de femmes, et une tranche, on va dire, un peu plus large de 18-35 ans. Ok. La lecture par abonnement, c'est un outil commercial assez efficace, qui était assez rare dans le monde de la lecture. Est-ce que vous pensez tous les deux que c'est un pari gagnant d'installer ce rendez-vous avec les lecteurs? Eh bien, il faut se rendre compte que le livre a un prix. C'est pas donné de consommer 20 livres par an. Chez nous, pour le prix de 2 livres, vous avez de la lecture illimitée, qu'importe où vous êtes. C'est vrai que si vous êtes sur les dom-toms ou en Afrique du Nord, où on a beaucoup d'utilisateurs, par exemple, l'accès au livre n'est pas aussi évident que dans Saint-Germain-des-Prés, par exemple. Donc là aussi, on apporte, avec le numérique, une révolution d'accessibilité, mais en même temps, avec le prix, une deuxième révolution d'accessibilité. Oui, et de régularité finalement. Installer ça comme un rendez-vous. Alors Khalil Mouna, je me tourne vers vous. Avec Gli, vous avez choisi plutôt de vous adresser directement à la communauté de lecteurs. Est-ce que l'objectif c'était de réinventer les clubs de lecture? Alors l'objectif c'était en effet de coller à l'usage de clubs de lecture, mais d'aller encore plus loin.
comme on le disait tout à l'heure, tout le monde a envie de lire plus, etc. Donc le challenge, c'est le prochain livre. Quel sera mon prochain livre? C'est ça la vraie question. Et on essaie d'y répondre par plusieurs solutions. Alors évidemment, la prescription entre lecteurs. Qui de mieux que mes amis qui ont les mêmes goûts littéraires que moi pour me proposer mes lectures? La prescription par des professionnels du livre via l'application, et surtout par une technologie d'intelligence artificielle qui a eu des résultats aujourd'hui, après 2 ans de mise en production, assez incroyables. En gros, sur tous les livres qu'on propose, il y en a 1 sur 3 qui est pris et rajouté par les lecteurs. Donc ça, c'est vraiment le challenge. Oui. Et le vrai sujet, c'est que, si vous voulez, c'est très vrai pour les gros lecteurs, parce qu'on doit les abreuver, on doit leur fournir des lectures, mais c'est encore plus vrai pour les petits lecteurs. Le petit lecteur qui lit 1 livre ou 2 livres par an, il ne faut surtout pas qu'il se rate, hein, il faut que ce soit le bon livre. Ouais. Donc c'est là où nous, notre sujet, qui est la recommandation et encore la recommandation, sera notre cheval de bataille. Mais ici encore, d'une certaine façon, on retrouve un modèle numérique qui a fait ses preuves, c'est celui du réseau social, hein. Donc l'idée, c'était aussi de copier ces codes-là pour les appliquer peut-être à la même génération. Exactement, essayer de retrouver un petit peu de sens dans les réseaux sociaux où, je vais être un petit peu brutal, hein. En fait, on en a marre des vidéos avec les chats. Voilà, on veut des C'est choses qui ont un brutal. peu plus de sens dans les réseaux sociaux. Donc, et si vous voulez, le livre, c'est l'objet qui est le plus porteur de sens et qui nous décrit peut-être le mieux. Quand on se promène dans la bibliothèque de quelqu'un d'autre, je crois qu'on apprend beaucoup plus que quand on regarde ses photos de vacances qui se ressemblent terriblement. Comme quoi, finalement, vous avez repris les outils des révolutions numériques précédentes pour les appliquer à ce monde du livre. Est-ce qu'on peut dire que ces outils-là, ils ont ou créé ou renouvelé cette notion de partage dans la lecture? On associe plutôt ce sujet à une activité solitaire. Avec l'application Glyph, c'est plus le cas. Là, alors, c'est plus le cas parce qu'en effet, on ne se rend pas compte des relations que nous avons avec les gens à travers le livre. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'écrit nous lie, c'est-à-dire que derrière chaque livre se cachent beaucoup de personnes et on ne s'en rend pas compte. Ajouter à cela de l'instantanéité, c'est-à-dire quand on est en train de lire un livre et qu'on se rend compte qu'à 200 mètres, il y a déjà 5 personnes qui lisent le même livre, ça donne une espèce d'euphorie et de momentum hyper intéressant pour donner encore plus de l'envie de lire. Et le fil se fait de livre à personne, et ainsi de suite. C'est-à-dire que le meilleur moyen de découvrir un livre, c'est de se le faire prescrire, évidemment. Mais si on le découvre par soi-même et qu'on tombe amoureux d'une bibliothèque de quelqu'un ou d'une étagère de quelqu'un, on a ce concept d'étagère dans Glyph, on peut suivre tous les nouveaux livres qu'il ajoute et se promener comme ça d'un livre et d'une personne à l'autre. Recréer un monde virtuel du livre, est-ce que c'est pas exclure de ce monde-là toute une génération qui n'est ni à l'aise avec les outils numériques, ni à l'aise avec les usages des réseaux sociaux, par exemple? Alors, c'est un vrai challenge qu'on a chez Rocambole, mais on a cette chance d'avoir à la fois des lycéens et aujourd'hui des tablettes en EHPAD. On touche vraiment tout le monde, outre ce cœur de cible spécifique, parce qu'on produit du contenu qui s'adapte à tout le monde. D'un côté, les personnes, par exemple, plus âgées qui ont eu un iPad à Noël par leurs petits-enfants, qui vont relire et ça leur permet de ne pas être seuls, etc., avec la partie communauté. Les jeunes, on produit des séries exprès pour eux, des Agatha Christie revisitées avec des influenceurs, on fait la pub sur TikTok, on propose des premiers épisodes sur Instagram. Donc on réadopte vraiment les codes et on touche finalement toutes les tranches d'âge parce qu'on approche avec du contenu différent. On fait tous les genres, fiction, non-fiction, etc. Donc il y en a pour tous les goûts, on est généraliste et on sort 20 séries par mois. Donc je pense qu'aujourd'hui on reste à toucher tout le monde, mais c'est sûr qu'il y a une partie du lectorat qui ne veut pas de numérique, par exemple, et on ne va pas perdre de temps à les convaincre. Ils sont bien comme ça, tant mieux. Oui, vous pensez qu'ils ne seront pas exclus par le monde de la littérature? C'est un choix. La porte est ouverte. À eux de franchir le pas. Moi, je me rappelle Netflix au début. Ah non, c'est chiant. Moi, je veux aller prendre mon DVD, etc. Et au final, il y a Netflix pour tous les jours et de temps en temps un bon ciné. Peu de grands-parents ont Netflix. En fait, c'est ce qu'on appelle l'évolution bottom-up. Donc, ça a commencé chez les jeunes, puis les jeunes ont convaincu leurs parents, et maintenant, on assiste à un phénomène où ils sont en train de convaincre leurs parents eux-mêmes. Vous pensez qu'on va y arriver aussi à numériser la génération de seniors en termes de lecture? Alors en réalité, si vous voulez, le problème se pose pour n'importe quel autre média et pour n'importe quelle autre création. Pour Netflix, ça a marché, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas pour le livre.
D'ailleurs, C'est un outil sur qui le lecteur, n'existait pas, Netflix, alors que le livre, ça existe depuis des générations. Quelle utilité pour ces générations-là qui font ça depuis tout jeune, d'aller se connecter? ça va se passer de proche en proche. Il va falloir convaincre un minimum de personnes pour arriver à l'échelle. Donc on va le faire de proche en proche, on va faire de petit à petit. Et puis le lecteur numérique qui est pas si anodin que ça, on parle de 10 à 15% de lecteurs en Europe, de lecteurs numériques, va beaucoup nous aider. Mais ça va se faire de proche en proche, on va y arriver. Alors, sur le sujet des générations, puisqu'on parle beaucoup des jeunes et que vos outils sont très attractifs pour la jeune génération, il y a quand même cette problématique. Les parents, certes, veulent augmenter le temps de lecture de leurs enfants, mais pas au prix de la déconnexion. Alors, c'est un vaste sujet qu'on a eu chez Rocambole. Il faut partir, en fait, dans l'autre sens. C'est-à-dire que même nous, demain, si on signe des très grands auteurs français, européens, mondiaux, ça ne fera pas lire une jeune personne de 16 ans. Parce qu'en fait, Marc Lévy, Maxime Chatham, etc., ils ne savent même pas forcément qui c'est. Et donc, en fait, il faut aller amener du contenu qui les concerne aujourd'hui, eux. Donc des phénomènes d'influenceurs qui marchent très bien, etc. Donc, il faut leur proposer ce qu'ils ont envie de lire à l'instant T. Donc, c'est pas que... En fait, leur temps d'attention à cette génération est très, très disputé. Et donc, si vous voulez les forcer à faire quelque chose, entre guillemets, ça ne marchera pas. Il faut passer par leur smartphone et par leurs écrans, c'est ça que vous dites, en fait. Ils sont dessus. Le champ de bataille est là. Le champ de bataille est là. C'est une cause perdue de leur dire pose ton smartphone pour aller faire je ne sais pas quoi. Mais il y a des liseuses. On pourrait mettre le même contenu sur des liseuses qui... Aujourd'hui, les liseuses sont en train de s'ouvrir aux applications. Et donc, d'ici 12 mois, vous aurez Rocambole sur les liseuses. Mais je vous mets un challenge. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Les jeunes préféraient avoir un dommage physique plutôt qu'abîmer leur smartphone. Oui, mais pas les parents. Pas les parents. Mais du coup, je vous mets au challenge d'échanger une liseuse contre un smartphone, ça va être compliqué. Okay. Donc le challenge, c'est plutôt de remplacer 5 minutes d'Instagram par 5 minutes de lecture. Une conclusion pour vous aussi, Khalil Mouna, sur ce sujet? Oui, j'aimerais juste compléter ce qui vient d'être dit, que je trouve très vrai. Il y a un autre pan de la lecture qui est très important pour les jeunes. C'est-à-dire qu'un livre qui a 2 ans, 3 ans, encore plus 10 ans, est en réalité une nouveauté pour le public jeune. 1984 d'Orwell est redécouvert dans Glyph régulièrement par des jeunes qui le prennent comme un nouveau titre. Donc il y a aussi un stock et une connaissance de livres anciens. Quand je dis anciens, c'est plus de 3 ans, mais qu'il faut exploiter. Et on va l'exploiter. Il y a une richesse incroyable à exploiter dans les livres qui ont déjà été écrits pour le public jeune. Merci à tous les deux d'être venus partager ces conseils de lecture, autant que ces nouveaux usages qu'on va pouvoir découvrir cet été si on décide de prendre le temps. Bonne découverte. Merci à vous. Donc, François Delporte, je le rappelle, cofondateur et directeur général de Rocambole, et Khalil Mouna, directeur général et cofondateur de Glyph. On poursuit quant à nous avec votre rendez-vous cyber dans Smart Tech.